Vous souvenez-vous de ce monde où l'on cherchait un numéro de téléphone en feuilletant des pages pendant de longues minutes? Vous rappelez-vous ces matins où le laitier passait avec sa carriole chargée de bouteilles en verre qui s'entrechoquaient? Les années 60 représentent une charnière entre deux mondes. Une décennie où les traditions centenaires cohabitaient avec les premières technologies modernes, où l'ancien dominait encore mais le nouveau pointait déjà son nez. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir ensemble 15 choses parfaitement ordinaires à cette époque qui ont totalement disparu de notre quotidien, des objets, des habitudes et des métiers que vos grands-parents utilisaient chaque jour, mais qui n'existent plus sous aucune forme. L'annuaire des PTT et le bottin. Chaque année, un pavé monstrueux atterrissait dans la boîte aux lettres de chaque foyer français. Ce livre épais comme une encyclopédie contenait tous les numéros de téléphone du département. Le facteur peinait à le glisser dans les boîtes trop étroites. Parfois, il sonnait directement pour le remettre en main propre avec un sourire complice. On cherchait un nom en faisant glisser son doigt sur des colonnes microscopiques, lettre après lettre, page après page, jusqu'à trouver enfin ce qu'on cherchait. Les pages jaunes regroupaient tous les commerces classés par catégorie, du plombier au fleuriste. Chaque professionnel payait cher pour apparaître en gras ou encadré. Le bottin mondain répertoriait les familles bourgeoises avec leurs adresses prestigieuses, véritable annuaire de la haute société française jalousement consulté. Les vieux annuaires finissaient empilés dans les caves ou servaient à caler les armoires bancales. Certains enfants s'asseyaient dessus à table pour atteindre leur assiette. Aujourd'hui, une simple recherche sur Internet remplace ces heures passées à éplucher des milliers de noms minuscules imprimés sur papier jauni. Les Gauloises bleues et les cendriers partout. La fumée bleue des Gauloises flottait absolument partout, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les trains, dans les avions d'Air France. Les médecins fumaient tranquillement en auscultant leurs patients, la cigarette coincée au coin des lèvres pendant qu'ils posaient le stéthoscope sur la poitrine. Les cendriers faisaient partie du mobilier standard de chaque pièce. Lourds cendriers en verre épais sur les bureaux, petits cendriers publicitaires dans les cafés. Les gitanes, les boyards, les gauloises, maïs, représentaient un des choix identitaires. On reconnaissait quelqu'un à sa marque de cigarette préférée. Les wagons SNCF proposaient des compartiments fumeurs où l'air devenait irrespirable après quelques heures de voyage, mais personne ne s'en plaignait vraiment. Les institutrices fumaient dans la cour de récréation entre deux cours. Les élèves trouvaient cela parfaitement normal et naturel. Cette omniprésence du tabac paraît aujourd'hui inimaginable, comme si toute une époque avait vécu dans un nuage permanent de fumée bleue. Le laitier du matin, l'aube, se levait avec le tintement caractéristique des bouteilles en verre qui s'entrechoquaient sur la carriole du laitier traversant les rues encore endormies. On sortait en robe de chambre avec son broc ou ses bouteilles vides consignées, échangeant quelques mots sur le temps qu'il ferait. Le lait arrivait encore tiède de la traite du matin, non pasteurisé dans beaucoup de cas, avec cette couche de crème épaisse qui flottait à la surface. Cette crème provoquait des disputes familiales au petit déjeuner, chacun voulant la récupérer pour l'étaler sur ses tartines beurrées. Les bouteilles en verre épais portaient la capsule en aluminium qu'on perçait avec l'ongle. Ce petit geste quotidien que tous les enfants des années 60 connaissaient. Le système de consigne fonctionnait à merveille, on rapportait les bouteilles vides et on récupérait quelques centimes sur la prochaine livraison. Les supermarchés et le lait pasteurisé en briques ont fait disparaître ce métier en quelques années seulement en portant avec lui ses rencontres matinales de voisinage. Les cabines téléphoniques, PTT, ces guérites vitrées, se dressaient à chaque coin de rue, refuge indispensable pour passer un coup de fil quand on était loin de chez soi. On poussait la porte pliante et on pénétrait dans un espace minuscule qui sentait souvent la cigarette froide et parfois bien pire. Les jetons en laiton teintés dans la fente métallique, ce son caractéristique annonçait que la communication pouvait enfin commencer. Le temps était compté avec une précision impitoyable. Quand les jetons s'épuisaient, la ligne coupait brutalement sans aucun préavis. Les files d'attente se formaient devant les cabines les jours de fête. On piétinait en regardant celui qui monopolisait l'appareil depuis trop longtemps. L'annuaire déchiré pendait à une chaînette métallique, pages arrachées, numéros griffonnés au stylo sur les parois vitrées par les utilisateurs précédents. Le téléphone portable a rendu ces cabines totalement inutiles. Elles ont disparu des trottoirs comme des vestiges d'une civilisation révolue. L'ORTF et ses deux chaînes. La télévision française se résumait à deux chaînes, la première et la deuxième, et c'était amplement suffisant pour captiver toute la famille. Les programmes s'arrêtaient vers 23h, parfois minuit les soirs de grande occasion, avec la diffusion solennelle de la Marseillaise. Le drapeau tricolore flottait sur l'écran pendant l'hymne national, puis la myrrhe apparaissait avec son signal sonore hypnotique et continu.
Cette mire fixe, accompagnée de son sifflement aigu, signifiait que la journée télévisuelle était officiellement terminée. Il fallait aller dormir. Pas de tentation nocturne possible, pas de zapping infini entre des centaines de chaînes. L'écran devenait simplement gris et silencieux. Toute la France regardait les mêmes émissions au même moment, créant une culture commune qui alimentait les conversations du lendemain. Les antennes râteaux sur les toits nécessitaient des ajustements constants. Quelqu'un montait les réglés pendant qu'un autre criait depuis la fenêtre si l'image s'améliorait. Le vélo Solex et la mobilette, ce vélo motorisé avec son petit moteur posé sur la roue avant incarnait la liberté accessible à tous les Français modestes. Le vélo Solex noir pétaradait dans les rues des villages, transportant ouvriers et employés vers leur travail quotidien. La mobilette bleue de Motobécane représentait un cran au-dessus, plus puissante, plus rapide, plus moderne dans son design arrondi. Fallait préparer soi-même le mélange essence et huile dans un bidon, dosage précis que chaque propriétaire maîtrisait parfaitement. Le bruit caractéristique du deux temps annonçait l'arrivée du facteur, du boucher ambulant, du voisin qui rentrait du travail. Les jeunes économisaient pendant des mois pour s'offrir leur première mobilette, symbole d'indépendance et de passage vers l'âge adulte. Ces engins ont été remplacés par les scooters modernes, plus silencieux, plus propres, mais infiniment moins charmants. Les halles de Baltard. Le ventre de Paris battait au rythme des arrivages nocturnes de fruits, légumes, viandes et poissons venus de toute la France. Ces immenses pavillons métalliques construits par Victor Baltard au XIXe siècle abritaient le plus grand marché de gros d'Europe. L'activité commençait vers 2 heures du matin. Les camions déchargeaient leurs marchandises dans un vacarme organisé qui réveillait tout le quartier. L'effort des halles portait des charges incroyables sur leurs épaules, métier épuisant qui exigeait une force physique exceptionnelle. La soupe à l'oignon gratiné se dégustait à l'aube dans les bistrots environnants, tradition des noctambules parisiens après une nuit de fête. Les odeurs mêlées de fruits mûrs, de fromages affinés et de marées fraîches créaient une atmosphère unique, impossible à reproduire ailleurs. La démolition des pavillons en 1971 pour construire le Forum reste une blessure dans la mémoire parisienne. Le médecin de famille. Quand on tombait malade, le docteur venait à la maison avec sa sacoche en cuir noir remplie d'instruments mystérieux. Il connaissait toute la famille depuis des années, avait mis au monde les enfants, soigné les grands-parents, suivi chaque membre à travers les épreuves. Sa sacoche contenait le stéthoscope, le marteau à réflexe, le thermomètre, quelques médicaments d'urgence, tout un arsenal médical portatif. Il s'asseyait au bord du lit, prenait le temps d'écouter, de rassurer, de prescrire des remèdes, souvent simples mais efficaces. Le paiement se faisait en liquide directement après la consultation, tarif raisonnable que les familles modestes pouvaient assumer. Cette médecine humaine et proche des gens a laissé place aux consultations minutées en cabinet ou aux urgences saturées des hôpitaux. Le médecin de famille qui connaissait votre histoire personnelle appartient désormais à un passé révolu que beaucoup regrettent amèrement. L'ouvreuse de cinéma. Dans l'obscurité totale de la salle, une silhouette guidait les retardataires avec sa lampe torche vers les places encore libres. L'ouvreuse régnait sur son territoire avec une autorité que personne n'osait contester. Un regard suffisait à faire taire les bavards. À l'entracte, elle circulait dans les allées avec son panier, rempli d'esquimaux gervais, de bonbons, de malabars, de petits sachets de caramel. Ce panier lumineux attirait tous les regards des enfants qui suppliaient leurs parents d'acheter une friandise glacée. Le pourboire attendu après avoir été installé faisait partie des conventions sociales. Quelques pièces glissaient discrètement dans la main gantée. Elle connaissait les habitués, gardait leur place préférée, murmurait parfois un résumé aux retardataires pour qu'ils comprennent l'intrigue. Les cinémas multiplex automatisés ont fait disparaître cette figure familière, remplacée par des distributeurs impersonnels et des portes à code. Les permanentes électriques, ces machines dignes de films de science-fiction, transformaient les salons de coiffure en laboratoires capillaires futuristes. Des dizaines de câbles pendèrent du plafond, reliés à des pinces métalliques que la coiffeuse fixait sur chaque mèche de cheveux. La chaleur, intense, et les produits chimiques agressifs brûlaient parfois le cuir chevelu. Mais la beauté exigeait ce sacrifice. Les femmes restaient assises pendant des heures sous ces appareils imposants, feuilletant des magazines en attendant la transformation. Le résultat durait plusieurs mois, des boucles serrées qui résistaient à toutes les intempéries et à tous les shampoings. Les revues féminines vantaient ces machines comme des miracles de la technologie moderne au service de l'élégance féminine. Ces instruments de torture capillaire ont été remplacés par des techniques plus douces qui respectent davantage la fibre du cheveu. Le transistor et Radio Luxembourg. Ce petit poste portable permettait aux jeunes d'écouter leur musique loin des oreilles parentales désapprobatrices. Radio Luxembourg, Europe numéro 1, RTL diffusaient les tubes rock'n'roll qui scandalisaient les adultes et enchantaient de la jeunesse. Le son métallique et
grésillant sortant du petit haut-parleur importait peu, l'essentiel était cette liberté musicale nouvelle. On se passait le transistor entre amis, collant l'oreille contre l'appareil pour capter les chansons à la mode. Les piles s'épuisaient rapidement, obligeant à des économies drastiques sur l'argent de poche pour en racheter régulièrement. Salut, les copains rassemblaient des millions de jeunes auditeurs chaque soir, créant une culture générationnelle qui échappait aux parents. Le Walkman puis le smartphone ont rendu ces postes transistors obsolètes, mais jamais la radio n'a retrouvé cette magie des premières écoutes. Les poules de dactylos. Des bureaux entiers, remplis de femmes tapant en cadence sur leurs machines, créaient une symphonie mécanique assourdissante. Les machines Japy, Olivetti, Remington claquaient sans interruption, produisant des pages de correspondance commerciale impeccables. Le papier carbone glissé entre les feuilles permettait de faire 2 ou 3 copies simultanées. Pas d'avantage sous peine d'illisibilité. Chaque erreur de frappe posait un problème majeur. Il fallait utiliser le correcteur blanc qui laissait des traces visibles. La vitesse de frappe définissait la hiérarchie entre secrétaires. Les plus rapides gagnaient mieux et occupaient les meilleurs postes. Le ruban bicolore, rouge et noir, permettait de changer de couleur pour souligner les passages importants des documents. L'odeur caractéristique de l'encre fraîche, mêlée au parfum du papier neuf, imprégnait ces salles où régnait une discipline quasi militaire. Les chefs de bureau chronométraient les performances, notant scrupuleusement le nombre de mots tapés par minute dans des carnets officiels. Les doigts des dactylos développaient des callosités reconnaissables, marques professionnelles dont elles étaient secrètement fières. Le chariot qui revenait en arrière avec ce tintement métallique si particulier rythmait les journées comme une horloge vivante. Les jeunes filles rêvaient d'intégrer ces poules prestigieux suivant des cours du soir pour maîtriser parfaitement la frappe à 10 doigts. L'ordinateur et le traitement de texte ont fait disparaître ces armées de dames de dactylo, rendant obsolète un métier exclusivement féminin. Le frigidaire a dégivré. Une fois par mois, la maîtresse de maison affrontait cette corvée redoutée entre toutes les tâches ménagères. La glace s'accumulait dans le compartiment congélateur jusqu'à former un véritable glacier domestique qui réduisait l'espace disponible. Il fallait tout débrancher, sortir les aliments en priant pour qu'ils ne se gâtent d'eau pas et attendre que la glace fonde. Des bassines, stratégiquement placées, récoltaient de l'eau qui s'écoulait en continu pendant des heures entières. Certaines ménagères impatientes attaquaient la glace au couteau, risquant de percer les tuyaux de réfrigérant. Les voisines prêtèrent leur réfrigérateur pour stocker temporairement les denrées périssables, entraide qui créait des obligations réciproques. Le bruit sourd des blocs de glace tombant dans les bassines résonnait dans toute la cuisine pendant l'opération. Les enfants récupéraient parfois ces morceaux de glace pure pour les sucer comme des friandises improvisées, malgré les interdictions maternelles. L'odeur de renfermé qui s'échappait du congélateur ouvert depuis des heures envahissait tout l'appartement jusqu'au soir. On profitait de ce grand nettoyage pour frotter les parois avec du bicarbonate, rituel de purification domestique transmis de mère en fille. Les serpillières s'accumulaient autour de l'appareil pour absorber les flaques qui menaçaient d'envahir le carrelage fraîchement ciré. Les réfrigérateurs modernes, avec des givrages automatiques, ont libéré des millions de femmes de cette corvée mensuelle épuisante. Les bigoudis dans la rue. Sortir, faire ses courses, avec la tête hérissée de rouleaux en plastique rose ou vert, ne choquait absolument personne. Les femmes enfilaient un filet à cheveux par-dessus leurs bigoudis et partaient au marché, au boulanger, au bureau de tabac. Ces cylindres colorés plantés sur le crâne représentaient l'uniforme matinal des ménagères françaises dans tous les quartiers. La nuit passée avec ces instruments de torture capillaire garantissait des boucles parfaites pour les sorties de l'après-midi. Impossible de trouver une position confortable pour dormir, les bigoudis s'enfonçaient douloureusement dans le cuir chevelu. Le tablier noué à la taille complétait cette tenue réglementaire que toutes les femmes au foyer arboraient sans honte. Les épingles métalliques qui maintenaient les bigoudis en place laissaient parfois des marques rouges sur le front et les tempes. On reconnaissait les femmes coquettes au nombre impressionnant de rouleaux qu'elles portaient, véritables architectures des capillaires ambulantes. Les commerçants du quartier saluaient de ces clientes matinales sans jamais faire de remarques, habitude si banale qu'elles passaient inaperçues. Les maris partaient de travailler en embrassant des épouses hérissées de plastique coloré. Scène quotidienne parfaitement normale à l'époque. Le foulard noué sous le menton servait parfois à dissimuler partiellement cette coiffure de chantier pour les courses plus lointaines. Aujourd'hui, sortir ainsi coiffé provoquerait des regards stupéfaits, signe que les codes vestimentaires ont radicalement changé. Les enseignes au néon. Chaque commerce brillait dans la nuit grâce à ces tubes de verre remplis de gaz lumineux aux couleurs impossibles. Le rouge intense des boucheries, le bleu électrique des bars, le vert fantasmagorique des pharmacies illuminèrent les rues. Ce grésillement caractéristique accompagné de
Clignotements irréguliers quand les tubes commençaient à faiblir créaient une ambiance unique. Les artisans verriers fabriquaient chaque enseigne sur mesure avec des typographies uniques et des formes élaborées. On marchait baigné dans cette lumière artificielle chaude qui définissait le paysage nocturne de toutes les villes françaises. Les cafés, les cinémas, les hôtels affichaient fièrement leurs noms en lettres lumineuses qui attiraient les passants. Les LED froides et économiques ont remplacé ces enseignes artisanales, tuant définitivement cette atmosphère visuelle si particulière. Quel objet ou quelle habitude des années 60 vous manque le plus parmi ces 15 trésors disparus? Partagez dans les commentaires vos souvenirs de cette époque pour faire revivre ensemble cette France d'autrefois. Si ces images ont réveillé des émotions enfouies, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous pour continuer ce voyage nostalgique à travers les décennies qui ont façonné notre mémoire collective.